ma mère m'a demandé des nouvelles juste avant pour savoir si ça s'est bien passé, parce que bon. Donc à chaque fois je l'envoie à la maison, je me dis non, c'est après en fait. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez sur avion, vous éteignez carrément, ou vous retirez le son de vous? Vous éteignez? Tout le monde a éteint? Je me laisse à la maison. Tu me laisses à la maison, c'est encore mieux. En même temps, t'as pas d'amis, donc je comprends. Bon, moi, je vais simplement éteindre, je reste à 4G, parce que je veux avoir des supports de personnalité comme une forte existence sur Facebook. Mais dès qu'on a fait je vérifie si je peux trouver ça. Ça règle là. C'est bon. Tu n'es pas que de petite taille, en fait, tu es assis sur une marche, en fait. Bon, bah écoutez, on va commencer, parce qu'avec ces conneries qu'on a, on n'a pas beaucoup d'autres choses à faire. Hein. Alors, bienvenue pour ce numéro de philosophie foraine. Peut-être vous me connaissez un petit peu, Guyard, philosophe forain, bonimenteur de métaphysique, décravateur de concepts, pétomane mental, mais uniquement le week-end sur rendez-vous. On commence tout de suite avec l'utilisation de cet accessoire scénique dont les gens naïfs croient que c'est une bouteille de rouge. Mais pareil, les gens un peu naïfs comme ça vont croire que je vais boire la bouteille de rouge tout le long du spectacle. Donc c'est pas moi qui bois, c'est mon personnage. Hein, je voudrais mettre les choses au point si vous voulez. Hein, c'est quand même la magie du spectacle, c'est un art de l'illusion. Hein. Moi tous les matins j'arrête de boire, jusqu'à vers 11h10 à peu près. Après c'est mon personnage qui prend le relais. Alors nous allons procéder à l'ouverture de cet accessoire de théâtre dont je vais avoir grand besoin, vous allez voir, au fil de cette leçon. Les gens se disent le truc est cassé, il n'a pas réussi et tout ça. Vous vous dites mais comment va-t-il faire? Parce que finalement son accessoire est foutu. C'est le premier élément de son spectacle. Il est vraiment baisé et tout ça. Genre tu sais, tu dis mais comment il peut faire et tout ça. Je vous rappelle que Victor Hugo n'était pas simplement qu'un grand auteur, il était aussi un très grand dessinateur. Et saviez-vous avec quoi il dessinait? Il dessinait avec des plumes cassées, afin qu'il puisse y avoir la feuille qui s'ébarbe, afin qu'il puisse y avoir des giclures ici ou là, parce qu'il travaillait avec l'imprévu et le chaos. J'ai peut-être la barbe de Victor Hugo, mais j'ai pas la classe. De Victor Hugo, je refuse l'imprévu. Alors là, tu vois, il n'a pas dit que ça rassemble. Alors, très rapidement, c'est important, je vous pose un peu les conventions théâtrales, elles sont vraiment fondamentales. De plus en plus de bordel sur cette table, t'as vu, on va voir ça ensemble. Alors écoutez, vous voyez ça, regardez bien tous et tout, c'est très très important. Très important. Pas de flash parce que sinon je titube, attention. Tout le monde l'a bien vu? Tu veux revoir peut-être? Faut pas louper, si tu loupes ça, tu loupes tout. Je refais pour toi. Ça, je le ferai à plusieurs reprises par amour de vous. Par amour de vous, parce que des fois les gens sont très intimidés par rapport à la philosophie, ils ont un peu les inquiétudes, les angoisses et tout, et c'est terrible, la philosophie, c'est les enchaînements d'arguments qui se suivent et qui ne se ressemblent pas. Et on a du mal des fois à bien percevoir quand est-ce qu'on achève une démonstration, quand est-ce qu'on commence une autre démonstration. De telle sorte que, entre les concaténations rationnelles, rigoureuses, structurées, qui commencent, qui s'achèvent, et d'autres qui commencent et qui s'achèvent, on aimerait bien qu'il y ait entre les unes et les autres des moments où nous puissions un peu respirer, un peu réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle, dans votre intérêt, régulièrement je ferai des ruptures à caractère pédagogique. Tu comprends? Quand je fais ça, tu te dis c'est bon, il est trop gentil, il me laisse le temps de réfléchir sur ce qu'il a dit. C'est dense ce que je vais dire. Je ferai beaucoup de ruptures pédagogiques. Ça, c'est la première chose qu'il faut que vous compreniez. La deuxième chose qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'en fait, nous allons procéder en 3 étapes. Toujours la philosophie, c'est en 3 étapes. Il y a des choses qui se font en 2. Hein. Par exemple, les gendarmes, quand ils frappent chez vous, ils sont toujours 2. Hein, les témoins de Jéhovah, quand ils frappent chez vous, c'est toujours 2. Testicules, quand ils 2. Philosophie, non. Philosophie, on est 3. Alors, première partie en philosophie, c'est ce qu'on appelle traditionnellement la thèse. Oui, très bien, il y a des gens qui sont allés au-delà du collège et je les félicite. Et là, c'est effectivement dans cette première partie qui s'intitule la thèse
Je traiterai cette question qu'on voit rarement au bac. Hein. Faut-il se faire le maillot ou le mouiller? Mais c'est pas moi qui parlerai en mon nom propre, car lors de la thèse, c'est les philosophes qu'on convoque, c'est les philosophes qu'on invoque. Et ainsi, ici, par exemple, on fera appel à un mec que tu connais sans doute, un mec qui s'appelle René Descartes. Ok, je vais partir de loin. Il faudra appeler aussi un autre mec, comme sur lequel je m'étendrai à loisir, même s'il est mort, ça n'empêche pas la nécrophilie. Et c'est Friedrich Nietzsche. Vous savez pas que j'ai éternué, c'est un Allemand. Je précise toujours, j'essaie de savoir votre niveau. Ok, donc je ferai appel comme ça, de ci, de là, des philosophes que je mobiliserai, tu comprends, tranquilla. C'est la première partie, c'est la thèse, je ne parle pas en mon nom propre, je mobilise les auteurs, la thèse. Mais comme vous le savez, en philosophie, il n'y a pas qu'une partie qui s'appelle la thèse, il y a une deuxième partie, lors de laquelle on n'hésite pas à engager un rapport critique avec les auteurs, on n'hésite pas à les contester, à les mesurer, à voir jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où nous-mêmes on peut aller, avec ou contre eux. C'est la partie critique, et après la thèse, traditionnellement, c'est la place pour la fameuse. Grandiose, t'as bien fait de distribuer le petit truc explicatif. C'est la fameuse antithèse. Et lors de l'antithèse, vous pourrez prendre la parole, intervenir comme bon vous semble. Je répondrai à toutes les questions avec le maximum de mauvaise foi. Mais il n'est pas la place que pour la thèse et que pour l'antithèse. En philosophie, il y a la place aussi pour une troisième partie. Après la thèse, après l'antithèse, il y a bien sûr la fameuse foutaise, lors de laquelle je n'hésiterai pas un instant. Nous sortirons tous ensemble dehors et nous nous partagerons lors du pot de l'amitié ce qui restera de la rupture de l'amitié. Donc vous avez intérêt à comprendre vite si vous voulez voir un peu. Je comprends votre angoisse, votre appréhension. C'est la raison pour laquelle la production, ne reculant devant aucun sacrifice et découvrant l'étendue du désastre une bouteille pour 50 poivrons, a décidé de venir avec ce cubi. C'est un cubi philosophique, c'est le cubi hors note. Il y a des gens qui connaissent le classique, voilà. Aidé de ce cubi, en fait, vous partirez avec la bouteille et moi et les copains de la région, on partira avec le cubi. Donc en fait, ça ira très très bien. Voilà, écoutez, je crois que tout est dit. Je vous ai expliqué les trois parties thèse, antithèse, synthèse. Je vous ai expliqué comment ça marche la rupture pédagogique. L'essentiel a été dit. Peut-être que vous avez besoin un petit peu de décanter, de digérer tout ce que je viens d'expliquer. Je monte tout doucement les degrés. Là, je suis à 13. Écoutez, on va commencer avec ça. Faut-il se faire le maillot ou le mouiller? Pourquoi selon que je me pose une question pareille? Les gens peuvent se dire quand même, attends, on attend plutôt des sujets un peu genre, tu vois, qu'est-ce que la justice, l'État, le devoir, le travail, enfin tous les trucs qui font absolument chier quand t'es en terminale, tu vois. Et là, le mec il nous dit, mais qu'est-ce que c'est que cette question-là? Faut-il se faire le maillot ou le mouiller? Ouais, c'est une question qui est assez intéressante parce que je sais pas si vous avez constaté. Quelques jours, ils nous ont fait un petit peu chier quand même ce qu'on le maillot. Et puis aussi, il y a quand même un truc qui est assez étonnant. On est dans une société dans laquelle il y a un rapport au corps qui est complètement espatrouillant, tu vois. D'un côté, il y a une espèce de corps performance sportif et tout, les mecs et tout, terrain de foot. D'ailleurs, vous avez vu, ils sont tous calibrés pareil, ils sont taillés en V, comme ça. Pas comme ça, hein. Ça c'est plutôt ceux qui vont voir le match. Et les mecs qui sont plutôt taillés en V comme ça, les mecs qui sont tatoués de motifs, la vida loca et tout ça. Classique du sel, voilà, ils ont trop la coupe de Tarlouse en fait, mais ils ne le savent pas. Tu vois. Et puis les mecs ils s'épilent, tu vois, les mecs ils s'épilent, ils ont complètement repris le schéma du porno gay alors qu'ils sont tous homophobes. C'est très très drôle. C'est marrant, les mecs font ah attends, c'est des milliardaires, mais c'est des milliardaires prolétaires quand même. Et donc je me suis dit, non mais faut le dire quand même, tu vois, tu peux avoir du pognon mais t'es resté quand même un con, tu vois. Et je me suis dit ça peut être intéressant, tu vas te converger un peu sur le rapport au corps. Qu'est-ce que t'en fais de ton corps, où tu le casses, tu vois. Et c'est le sujet selon lequel je vais te parler. Mine de rien, c'est un peu difficile de causer du corps. C'est un peu difficile de causer du corps parce qu'en fait c'est très compliqué le corps, très compliqué à penser. Très compliqué à penser le corps. Je ne sais pas si par exemple un jour tu t'es fait mal. Ouais, tu t'es fait mal, tu te foules le pied. Et tu te fous le pied, aïe! Et tu dis pas mon pied a mal. Tu dis j'ai mal. Tu dis j'ai mal. Là tu fais une liste de conjonction entre toi et ton corps, tu vois. Tu dis je suis le corps, tu vois, je suis le corps. En même temps, des fois, tu sais, il y a des revendications féministes qui sont intéressantes, ils disent mon corps m'appartient.
si mon corps m'appartient, c'est pas je suis le corps, c'est j'ai un corps. Et le propriétaire n'est pas la chose possédée. Malgré tout, il y a un mec qui nous a un peu aidé à penser le corps. C'est vraiment le premier qui se l'est chopé. Et puis qui s'est dit « Oh, les mecs, quoi les meufs, arrêtez de vous épiler, réfléchissez à ce que vous faites. » Philosophe, réfléchissez à ce que vous faites. Et c'est le mec selon lequel je vais te poser d'abord, un mec qui s'appelle René Descartes. Tu connais René Descartes? Ah non, tu dis non parce que sinon on s'arrête. Tu connais René Descartes? Non. Tu veux en savoir plus sur René Descartes? Oui. Je vais vous raconter une petite anecdote sur le père Descartes, elle est vachement intéressante. Descartes, comme ça, un jour il est chez lui. C'est pas la fin de l'histoire, ça commence. Et il y a un pote à lui, il frappe à la porte. Et puis il y a le valet de pied qui s'appelle Baillet. Il ouvre la porte au visiteur à Descartes. Il dit oui monsieur. Il dit est-ce que je peux voir ton maître? Oui monsieur. Où qu'il est? Bah il y a la bibliothèque monsieur. Ah bah y aller, on y va. Nanani nanana. Patac ou fin? Monsieur, patac ou fait? Et là, Baillet, avec l'ami de Descartes, traverse l'appartement, passe la bibliothèque. Alors l'ami de Descartes est très interloqué, il dit « Oh, Baillet, tu déconnes, qu'est-ce qui se passe? On a passé la bibliothèque. » Monsieur, faites-moi comme ferme ça. Il y a le Carcassonne. Traverse la bibliothèque et il prend la cuisine. Alors l'ami de Descartes est complètement étonné, parce que Descartes n'est pas trop quand même connu pour être un cuistot. Il est connu plutôt pour être d'abord un joueur de poker, et puis pour être un philosophe. Et là, dans la cuisine, sur qui il tombe? Il tombe sur Descartes. Et Descartes, tu sais devant quoi il est à la cuisine? Une pause pédagogique. Tu sais devant quoi il est, Descartes? Non. Tu veux savoir devant quoi il est, Descartes? Oui. Voilà. Et en fait, il est devant un cadavre de veau. Il est devant un cadavre de veau qui est éventré comme ça, et il lui fait une autopsie. Voilà, mais attendez, on fait de la philo quand même. Il lui fait une autopsie. Et l'ami de Descartes est très heureux, il dit mais, ami Descartes, je ne comprends pas. Je vous attendais à la bibliothèque. Et Descartes de montrer le corps du veau qu'il a ouvert par le milieu, et Descartes de dire il est là, le grand livre du monde. Il est là, le grand livre du monde. Le grand travail de Descartes, c'est quoi? C'est de se préoccuper du corps pour la première fois. À l'époque, c'est pas possible, hein. Les corps, trop tout de suite, ils sont enterrés, les déterrer, c'est mal. Encore un peu aujourd'hui d'ailleurs, tu noteras. Hein, mais à l'époque, ça fait pas, tu vois. Et donc, les mecs, ils savent pas ce que c'est qu'un corps humain. T'as pas le droit de l'ouvrir en deux, tout ça, de faire l'amour, rien. Tu peux pas. Et donc, Descartes, il va par substitution. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un corps de veau, je vais prendre un corps de porc, je vais les ouvrir parce que les organes sont agencés à peu près semblablement. Et il est le premier, Descartes, à essayer vraiment de penser le corps et de dire moi, philosophe, je vais essayer d'en faire un objet de réflexion. Tu comprends ça? Et ce qui est vachement intéressant, si tu veux, et c'est là où vraiment trop Descartes il est balèze, c'est qu'il dit oui, moi je vais essayer de penser le corps, tu comprends, avant de le mouiller ou avant de le faire, etc. et tout, je vais essayer de penser le corps. Et il est le premier à dire on peut même avoir un rapport au corps objectif, scientifique, rationnel. On peut être extrêmement rigoureux pour le penser, on peut même projeter sur le corps une catégorie intellectuelle qui va permettre une compréhension adéquate du corps. Et cette catégorie intellectuelle adéquate que nous allons utiliser pour penser le corps, vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Non. Je suis un peu perdu, ça m'émeut en fait. En fait, c'est la machine. On peut penser le corps comme une machine. Le corps, il a une machine bien huilée. Hein. Le corps, il a une machine bien huilée. Il faut dire qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y a une obsession, c'est la découverte des automates. Par exemple, à la cour du roi de France, il y a un ingénieur qui s'appelle Vaucanson qui vient à la cour du roi de France. Pourquoi? Parce qu'il est avec un canard, qui a un canard entièrement mécanisé, qui est capable de boulotter, qui est capable de chier. Alors tu te dis, bon, des canards qui boulottent et qui chient, c'est des canards qui font chier. Mais à la cour du roi, les mecs se prennent un kiff formidable sur le canard et tout, c'est génial et tout. Et donc Vaucanson est super célèbre et tout. Et il y a une folie automate, une folie horologe, comme on les appelle à l'époque. Descartes les appelle horologe, on en finit avec le clavier, horologe, un discours sur les heures, un discours rationnel, logos logique, un discours logique sur les heures. Voilà. Et on essaie d'avoir un regard logique et rationnel sur le corps humain. Et Descartes est le premier au XVIIe siècle à dire bon, arrêtez de délirer avec le corps, on va essayer de le penser rationnellement, scientifiquement, comme une pure machine.
Ça va? Vous le pigez? Alors des fois les gens disent et tout, machin. Le cuillère, ça se trouve, il pipote et tout, il enfume le micheton et tout, le mec il désosse une Mercedes, ils vont les baiser tachés à un conduite avec Benel 30% quand même, ça va, trop la bavouille et tout ça. Donc il faudrait quand même s'assurer que ce qu'il raconte c'est conforme au texte. C'est la raison pour laquelle, messieurs, dames, rien que pour vous, ici, à Avignon, à la maison Yves de Chiffres, je suis venu. Oui, c'est mal orthographié, vous avez vu, ils n'ont pas mis de Y, ils n'ont pas mis de à la maison Yves de Chiffres, je suis venu avec un magnifique sac poubelle. Eh, vraiment, c'est la deuxième fois que les gens applaudissent à sac poubelle. Tu m'étonnes qu'ils vont ensuite au spectacle au Palace ou au Paris. Je suis venu avec un magnifique sac poubelle. Et les gens se disent, mais qui a-t-il dans ce sac poubelle? Et les gens se disent, mais qui a-t-il dans ce sac poubelle? N'importe quoi. Serait-ce des pièces à conviction pour relancer l'enquête du petit Grégory? N'hésitez pas, ça c'est affreux. Non, ce sac poubelle, mais c'est un peu souvenu avec des petits livrets de philo-foraine. Dans ces petits livrets de philo-foraine, j'ai recopié des passages des textes selon lesquels que je te cause. Ainsi, par exemple, là, je vais venir, je vais éventrer le petit sac et je vais sortir des petits livrets. Et sortant les petits livrets, dedans que je les distribuerai, tu pourras voir, que tu pourras lire des textes qui sont des extraits de Descartes. Ça va? Nous allons procéder à l'ouverture du sac. Vous lisez Télérama. Vous êtes de gauche, mais ça n'empêche que dès que c'est un peu sexe, ça vous excite. Roland, musique. Vous prenez pourquoi on a mon téléphone toujours après. Alors, heureusement, j'ai la ligne de string. C'est vraiment lourd. Je suis désolé, c'est bon. C'est pas encore aujourd'hui que j'ai pécho à 06. Hein. Les voilà les livrets, je vais circuler parmi vous, les distribuer. J'espère qu'il y en aura assez. S'il n'y en a pas assez, que vous êtes venu avec votre partenaire sexuel, vous me le dites. J'en donne un pour deux. Si vous êtes venu avec votre partenaire sexuel et votre amant ou votre amante, car vous espériez que la salle était plongée dans la pénombre, et que si vous puissiez vous peloter sur un sujet tournant autour du corps, rasé. Vous êtes fait baiser, mais vous me dites que vous êtes venu à 3 et j'en donne un pour 3. Je procède à la distribution. Voici. Bien sûr, tant que je ne vous dis pas de les ouvrir, ces petits livrets. Vous la fermez, ok. Vous couchez avec monsieur? Est-ce que tu couches avec mon grand-père? Vous étiez là ou pas? De l'esprit, quoi. Non, transgenre à l'Élysée. Ah! Alors attention, je vais faire des projections faciales. Mais je maîtrise ça parce que j'ai quand même une souplesse du poignet assez exceptionnelle. Pas mal d'années d'internat, normalement. Un pour 3. Ah, tu fais des vidéos aussi. Ici, voilà. Là-bas au fond, attention, chaud. Attention monsieur, retirez peut-être les lunettes. Là, madame, oh là là. Oh Dieu dit, oh chameau. Oh, alors là. Attention, là j'arrose tout le monde. Hop là. Faites tourner, hein. Si vous en avez trop, faites passer au voisin. Hein. Je ne sais pas vraiment ma contenance. Hein. Voilà. C'est bon là, devant vous êtes chargé, ça va? C'est bien que le trou, j'ai passé. Il est là, voilà. Vas-y, tant pis. Ici, là, voilà. Tu n'ouvres pas, coquine, tu n'arrives pas à te retenir. Hein. Toi, t'es la fille de la pulsion, hein. T'es trop pressée. Ouais, je sais. Moi-même, en tant que régulateur, on parlera de ça tout à l'heure. Hein. Vas-y, voilà, t'es servi, t'en veux encore un petit coup, c'est bon? Bon, allez, je t'en donne. Vas-y, madame, vas-y, jeune homme, monsieur. Il est là, hop là. Mais chérie, tiens, je te mets ça sur ta tête, tu bouges surtout pas.
C'est bon, t'es servi? Bien, moi, t'es servi? C'est super, tu verras, il y aura des dessins très cochons avec un peu du cul, tu vas te régaler. Et là, maman est blême. Mais bon, c'est comme ça. Je suis toujours content qu'on ait des enfants dans la salle. Hein, parce que je travaille de manière très étroite avec la PGG Piladas. Et on anticipe toujours le moment où effectivement il y a des dessins qualité. On a des crayons de couleur. Donc tu pourras colorier mes dessins de caractère sexuel. Fais attention à ne pas baver. Et quand je dis ne pas baver, c'est bien sûr avec les crayons de couleur. Malaise au fond. Alors les gars. Voilà, et ben voilà. Bon, ouvrez qu'une fois. Je vous ai dessiné ici Descartes. Vous le reconnaissez grâce à ses bouclettes brunes. J'ai essayé de faire un truc comme s'il était habillé en Robocop. Vous connaissez ça? Et puis il dit le truc de Terminator, tu sais, ça on connaît. C'est pour une leçon de philo, tu vois, comme ça. C'est pas pour parler de la métaphore machine, le robot au fond, hein, le rapport entre le corps et le robot, c'est ça. Hein. Et nous allons lire ensemble ce passage qui est au traité de l'homme. Bon, tu m'as traité, oui, tu es un homme, ok. Traité de l'homme. Voilà ce que nous dit Descartes. Parce que des fois, les gens ils croient qu'il est portugais. C'est des défauts, hein, tous les défauts. Alors, on continue. Les fonctions, disent Descartes, les fonctions suivent toutes naturellement en cette machine de la seule disposition de ses organes, ni plus ni moins que font les mouvements d'une horloge ou autre automate de celle de ses contrepoids et de ses roues, en sorte qu'il ne faut point, à leur occasion, concevoir en elle aucune âme végétative ni sensitive, je reviendrai, ni aucun autre principe de mouvement et de vie que son sang et ses esprits animaux. Voilà ce que nous dit Descartes. Descartes, il dit, on va rationaliser le rapport au corps, que le corps, c'est les machines, des poulies, du sang qui circule, éventuellement ce qu'il appelle des esprits animaux, c'est-à-dire ce qui fait l'interface entre l'hypophyse, le cerveau et le corps. Parce qu'il n'arrive pas à bien comprendre comment ça peut se jouer. Et finalement, il retrouve un peu les intuitions qu'on a encore au XXe siècle aujourd'hui quand on est en neurologie. On dit qu'il joue effectivement l'interface à ce niveau-là. Descartes le premier à énoncer. C'est le seul moment qui est sérieux. Sinon, vous voyez, il y a un autre passage qui est assez stupéfiant, qui est assez étonnant, qui mérite considération. Il dit, attention, hein, si moi je vous dis que le corps est une pure horloge, c'est pour qu'il ne soit surtout pas question d'y mettre de l'âme dedans. C'est ça qu'il dit, hein. Pas d'âme végétative, pas d'âme sensitive. C'est ça qu'il dit. Et là, on est un peu interloqué. Enfin, moi surtout. Pourquoi il insiste là-dessus? Celle-là, il faut que je fasse une révélation très importante. Après. Et la révélation très importante, c'est laquelle? On ne vous l'a peut-être pas dit. Peut-être même qu'on vous cache tout. Peut-être même qu'on vous dit rien. Un début de bande son peut-être? On nous cache tout, on nous dit rien. Ah, c'est la suite là. Ça va bien pas. Là, en fait, Descartes n'est pas cartésien. Descartes n'est pas cartésien. On va fumer tout à l'heure. Descartes n'est pas cartésien et en fait, il n'est pas scientifique. Il n'est pas scientifique quand il dit il faut que le corps soit pensé comme une machine. En fait, quand Descartes il dit il faut, c'est un impératif. Hein. Il faut que le corps soit pensé comme une machine. Il ne dit pas ça parce qu'il est scientifique. Il dit ça parce qu'il a peur qu'on mette dans le corps de l'âme sensitive. Parce qu'il a peur qu'on mette dans le corps de l'âme végétative. Ça, il faut que je prenne un peu la peine de vous expliquer le truc, c'est vachement important. Il fait du corps Descartes une machine. Et en tant que c'est une machine, c'est stupide et c'est de la routine. Mais je ne sais pas si ça vous est arrivé des fois d'avoir un truc avec le corps. Mais des fois, le corps, il se rappelle à l'ordre chez vous. Et quand le corps, il se rappelle à l'ordre chez vous, c'est comme s'il avait, lui, une certaine sensibilité dont vous-même, vous êtes dépourvu. Tu le connais, le mec qui bosse, et puis qu'on a plein de dos, mais qui n'est pas prêt à admettre qu'il en a plein de dos, et qui refuse tellement d'admettre qu'il en a plein de dos que c'est le corps sensible, intelligent, qui dit, putain, il faut que je prenne les choses en main. Et le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bah, je vais te montrer que tu en as plein de dos, en ayant plein de dos. Tu comprends ça? On sait tous intuitivement que le corps, c'est pas une machine. Et pourtant, Descartes, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, moi, ce que je vous bidouille, vous allez croire que c'est de la science, vous allez croire que c'est cartésien,
Mais ce que je vous bidouille, c'est d'avoir la détestation et la haine d'un corps doté de sensibilité. Je suis en train de vous dire, écoutez les mecs, mon plan c'est quoi? Là il vient de faire un aveu. Mon plan c'est quoi? C'est rendre le corps débile, rendre le corps haïssable, virer l'âme du corps, virer la sensibilité du corps. C'est ça le vrai programme de Descartes. Le programme de Descartes, c'est pas un programme scientifique, c'est un programme qui vise à faire divorcer le corps, qui serait une pure machine stupide, de l'âme qui est capable de réfléchir et d'avoir de la vie sensible. Tu comprends ça? Et c'est vachement important parce qu'on le sait, nous, que le corps, il est sensible. On sait bien que le corps, il est doté d'une intelligence propre. On sait bien que le corps, il a une capacité, des fois, à dire des choses mieux que nous. Et pour Descartes, non. Descartes est totalement anti-cartésien. Tu comprends ça? Mais même des fois, tu vas à l'hôpital. Tu vas à l'hôpital, tu vas voir un toupet, un chirurgien, le mec il dit, vous allez voir, c'est facile ce que je vais vous faire. Je vais vous ouvrir le ventre de bas en haut. Je vais tout sortir, ça va être un pur travail de mécanique. Je suis un vrai garagiste, je vais vous faire les trucs zing zam zoom, tout refermer, vous allez voir, vous n'avez pas de problème. Et toi, tu sors de l'opération. Tu me dis, c'est bizarre, docteur, je sens quand même l'organe que vous avez travaillé, je le sens. Mais non, n'importe quoi. L'organe n'a pas sensibilité. La vie nerveuse est périphérique. Je lui dis, non mais vraiment sérieux docteur, j'ai l'impression qu'il se passe des choses, enfin ça n'a pas été anodin, vous m'avez pas ouvert comme une pure bagnole donc vous changez de moteur. Il s'est joué quelque chose dans l'ordre du symbole, il s'est joué quelque chose dans l'ordre de l'affect. J'ai un rapport au corps qui n'est pas que mécanique, mon corps n'est pas qu'une mécanique. Il y a un lien qui est de l'ordre du subject. Les conneries. Mais docteur, c'est quand même très étonnant parce que depuis que je vois l'acupunctrice, en fait, ce symptôme dont vous niez qu'il existe, qui montre bien que le corps a une sensibilité, ce symptôme a disparu grâce à l'acupunctrice qui, elle, soutient que dans le corps, il y a la place pour une âme, ça s'appelle un méridien. Mais les conneries! Non, en même temps, on s'en fout, l'essentiel, pas sensible. Si ça vous fait pas dur, moi ça vous fait pas du mal. Oh, oh, oh. Vous les connaissez, ces types? On les connaît tous. Ces types, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont pas compris, en fait, ils sont rentrés dans le chantage cartésien, et Descartes, en fait, il a inventé le corps-machine pour vider l'âme et la mettre là. Et pourquoi mon Descartes il sépare le corps de l'âme? Tu veux savoir pourquoi? Oui, parce que je ne le fais pas beaucoup l'alerte. En fait, il veut le séparer parce qu'il dit si je sépare le corps de l'âme, j'en finis avec le gros merdier qu'il y a à mon époque. Et le gros merdier qu'il y a à l'époque de Descartes, c'est quoi? Le gros merdier, c'est qu'à l'époque, en fait, quand on pense le corps, on lui met des âmes dedans, et quand on pense Dieu, on lui met du corps dedans, on mélange tout. Par exemple, vous allez à l'université au XVIIe siècle, vous étudiez l'astrologie pour essayer de penser Dieu, pour essayer de penser les influx divins, célestes et tout ça. Et Descartes, il dit, mais c'est un merdier sans nom, ça. Il faut rendre à Dieu sa pureté. Dieu doit être un pur esprit. L'âme à Dieu, Dieu à l'âme, tout ça c'est l'ordre de la spéculation théologique. Le corps, privé de son intelligence et de son âme, une spéculation purement physique. Vous me suivez? Donc en fait, quand Descartes il invente le corps-machine, c'est pas pour mieux penser le corps-machine, c'est pour mieux penser Dieu. C'est pour réformer l'université et surtout pour que la théologie soit enfin propre et efficace. On arrive à la maison, il fait chine frisson et c'est pour l'apéro qui va servir à la fin. En fait, les cours ici qu'en fait, le vrai programme du cartésianisme, c'est un programme à caractère théologique. C'est épurer les spéculations divines de tous les éléments cérébraux. Sauver Dieu. Et pour sauver Dieu, eh ben, il faut mettre d'un côté l'âme et de l'autre Dieu d'un côté. Et de l'autre, il faut le corps et un corps rendu à sa pure mécanique, docile et stupide. Plus je rends le corps inintelligent, plus je sauve Dieu. Tu le piges, ça? Moi, je sais pas, hein, mais je crois que vous avez besoin d'un... Ça veut dire que dans un monde comme le nôtre, qui est post-cartésien, le rapport que nous avons au corps est un rapport avec un port, qui pourrait laisser entendre qu'on est face à des corps libérés, des corps exhibés, des corps qui n'ont pas peur de l'exhibition même pornographique. Mais en fait, on n'est pas face à des corps. On est face à des structures qui sont des structures mécaniques et idéalisées. Faites un tour en salle de muscu. Qu'est-ce que vous voyez en salle de muscu? En salle de muscu, vous voyez des corps qui sont au service des machines.
voyez des corps qui sont des prolongements des machines. De quoi jouissent les mecs qui font de la muscu? Ils jouissent pas du corps rendu à son intelligence, hein. Ils jouissent pas du corps rendu à sa grâce, hein. Ils jouissent du corps rendu à sa bêtise. Ils jouissent du corps en tant qu'il est l'auxiliaire des pistons qu'ils animent. C'est ça qui les fait jouir. Pourquoi? Parce qu'ils sont cartésiens. Les mecs, ils ne lisent rien. Ils sont à la limite de la maîtrise, mais pourtant ils sont cartésiens. Parce qu'ils contribuent à la mythologie du corps mécanisé. Tu piges ça? Après, tu dis, waouh, putain, et tout, il n'y a pas que des gros bourrins qui appuient sur des pistons, il y a aussi des zouzes. Il y a des gisquettes. Il y a des gonzesses. Une zouza. Une zouza. Il y a des zouzas. Alors, les zouzes, c'est pareil, elles sont au service de la machine, c'est vrai. Mais la zouze, ce qui est remarquable, c'est qu'effectivement, elle est tendue de la chatte. Pourquoi elle est tendue de la chatte? Parce qu'elle est face à un corps sans aspérité. Elle est face à un corps dans lequel il n'y a pas de modification, d'altération, de transformation. Elle est face à un corps qui est pur. Un corps qui ne s'inscrit plus du tout dans la temporalité. Parce que si vous épilez définitivement la chatte, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un acte métaphysique cartésien. Parce que vous dites par là, mon corps ne s'inscrit plus dans la temporalité, puisque le poil ne pousse plus. Et si le poil ne pousse plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon corps n'appartient pas à la temporalité de la poussée du poil, mon corps n'appartient plus à la temporalité. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus de l'ordre de l'animal, du végétatif, du sensible, et où est-il? Du côté de la machine. Assumer le corps machinal, cette épilation performante, qui est à dire au fond mon corps est sans aspérité, sans histoire, sans temporalité, c'est une pure machine. C'est peut-être que elle s'appelait que le programme cartésien. Et peut-être qu'elle ne croit pas en Dieu. Mais n'empêche que leur épilation du maillot est à caractère théologique. Faut réussir à leur expliquer. Hein. Bon, ça change vraiment le rapport à Descartes, c'est ce que je vous ai raconté, mais ça éclaire vachement le rapport au corps aujourd'hui. Parce que le corps soit mouillé ou que l'on se fasse le maillot, dans un cas comme dans un autre, le corps il est mécanisé et on est héritier de cette mythologie-là. On est héritier non pas dans la glorification du corps, mais on est héritier de la haine du corps, vivant. On est dans la fabrication d'un corps de substitut parce qu'on a peur du corps vivant. Vous saisissez ça? Et il y a trop un mec qui dit ça super bien. C'est le second mec selon lequel que je vais te causer. C'est le seul philosophe qui a 5 consonnes qui se suivent. Tu viens de rire parce que tu n'y crois pas, parce que tu n'as pas fait allemand première langue. Alors que je te rappelle que les lecteurs de Télérama ont tous fait allemand. Je sais pas ce que tu viens foutre là. Je suis sûr qu'en quatrième, tu n'as même pas fait du latin. Et qu'en seconde, tu n'as même pas cherché les grecs. Eh bien, toujours est-il que le mec selon lequel que je vais te causer maintenant, qui est vachement intéressant parce qu'il théorise ça, qu'est-ce que je dis là, maxi, super si tu veux, c'est Frédéric Nietzsche. Le plus simple même, c'est de le faire parler à ma place parce qu'il fait une adéquation entre le fait que dès lors où il y a un rapport au corps qu'il déteste et qu'il veut le mécaniser, derrière ce qui se joue, c'est d'abord une adoration du divin, une vénération pour des puissances qui sont des puissances de la détestation du vivant et de l'adoration de l'éternel. Incroyable. Tout de suite, je vous invite à voir votre petit livret. De votre histoire. Je vais te dessiner quelque chose qui est un peu comme Voldemort en drag queen. N'est-ce pas? C'est un peu les lèvres pulpeuses, mais non, en fait, c'est ses dents. En fait. J'ai tiré un passage, c'est un passage tiré de Ainsi parlait Zarathustra. Vous connaissez peut-être le texte, hein, Ainsi parlait Zarathustra, c'est un texte fort bref, qui est enflammé, qui est plein de poésie, qui est absolument incompréhensible, mais qui est idéal quand tu es en terminale, quand tu es sur la table du bistrot, quand passe sur les gonzesses. Tu vois, si possible, tu es habillé avec, par exemple, un pantalon de lin. Bouffant. Tu as une chemise échancrée tunisienne, tu vois. Et peut-être dehors, tu jongles au feu rouge, mais si tu vas ainsi par les Zarathustra, tu peux pécho. Alors écoutez, je lis le passage, vous allez voir, il est vachement intéressant, avec des petites zones. Parce qu'il éclaire l'articulation en fait entre le corps mécanisé et la nostalgie du divin. Nous lisons. Alors il faut le dire un peu, si tu veux, parce qu'il est écrit comme une sorte de contre-bible. Donc je vais y mettre un peu du jus
un peu d'emphase, hein, tu vois. Il y a vraiment en face une leçon quand même. Ce sont les contempteurs de la vie, des moribonds et des empoisonnés eux-mêmes, de ceux dont la terre est fatiguée, qu'ils s'en aillent donc. Autrefois, le blasphème envers Dieu était le plus grand blasphème. Mais Dieu est mort. 1876. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore au courant. N'hésitez pas à en parler à la fin du spectacle autour de vous. Plutôt que de parler du spectacle, parler du fait que Dieu est mort. Ça va leur faire du bien à tous les. Pas les barbus nécessairement. Et avec lui sont morts ces blasphémateurs. Ce qu'il y a de plus terrible maintenant, c'est de blasphémer la terre et d'estimer les entrailles de l'impénétrable plus que le sens de la terre. Jadis, l'âme regardait le corps avec dédain, et rien alors n'était plus haut que ce dédain. Elle le voulait maigre, hideux et affamé. C'est ainsi qu'elle... Oui, c'est bien, tu sais lire, c'est bien. Qu'elle pensait lui échapper à lui et à la terre. Oh! Cette âme était elle-même encore maigre et hideuse et affamée. Et pour elle, la cruauté était une volupté. Mais vous aussi, mes frères, dites-moi, votre corps, qu'annonce-t-il de votre âme? Votre corps, qu'annonce-t-il de votre âme? Si vous avez un rapport sadique avec le corps, et le rapport sadique avec le corps, c'est d'en faire un corps performant et sportif. Parce que si vous faites de la performance avec votre corps, perd à travers performance la forme. Vous crevez la forme du corps, vous lui faites violence, vous lui imposez une forme idéale, par le fait même que vous lui imposez une forme idéale, vous êtes dans la négation des formes qui lui sont propres. C'est la raison pour laquelle, alors on peut dire ici que la fameuse glorification du corps telle qu'elle apparaît depuis environ un siècle, telle qu'elle a été pressentie par Nietzsche, n'est pas du tout une glorification du corps. C'est sa détestation, c'est sa réduction à des corps standardisés. Et le corps standardisé, c'est le corps du foot. C'est le corps des footballeurs. Il y a un corps unique à tous ces corps, à tous ces footballeurs. Vous voyez? Et à tous ceux qui les suivent. Eh bien, le corps standardisé, le corps dans lequel on a gommé toutes les aspérités, toutes les singularités, tout ce qui faisait que ces corps s'inscrivaient dans une temporalité, dans un particularisme, dans une histoire personnelle, tout cela a été gommé, et ce que cela, ça révèle une haine du corps propre, une haine du corps unique, singulier, avec sa vitalité spécifique, avec son inscription dans une temporalité originelle. Et ça révèle quoi? Ça veut dire que j'ai la peur du devenir. J'ai la peur du devenir. Parce que mon corps, ce qui le caractérise, c'est qu'il est le porte-flambeau du devenir. Le propre de mon corps, c'est qu'il devient, grandit et dépérit. Et tous les jours, il change. Le poids est là pour signifier justement que le corps, il s'inscrit dans le changement. Et il y a des gens qui sont terrorisés par le devenir. Il y a des gens qui sont terrorisés par le changement. Alors ils veulent bloquer le fil du corps. Alors ils veulent, par compensation, parce qu'ils ont tellement peur du corps et du changement, glorifier l'éternel. Ils inventent Dieu. Pourquoi ils inventent Dieu? Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter le corps. Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter le devenir. Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter le changement. Parce qu'ils n'arrivent pas à supporter le corps des femmes. Parce que le corps des femmes, qu'est-ce que c'est? C'est la métamorphose tous les 28 jours. Le corps des femmes, c'est des jolis cheveux, autant les cacher. Parce que les cheveux, ça pousse. Et puis le corps de la femme, c'est quoi? Ce par quoi la génération, le devenir de la génération suivante apparaît. Tiens, c'est étonnant parce qu'en fait, la détestation du corps de la femme en tant qu'elle signifie le devenir, va très souvent de pair avec l'adoration de Dieu. Vous adorez Dieu, détestez la femme. Vous adorez Dieu, cachez le corps de la femme. Parce que le corps de la femme rappelle toujours que nous sommes inscrits dans le devenir. Et les hommes qui croient en Dieu sont incapables d'assumer le devenir. C'est des grands malades. Ça, je dis rien, hein. Mais c'est vachement intéressant de comprendre, en fait, que le corps standardisé, le corps qui s'inscrit dans une performance, c'est en fait la négation du corps. C'est la peur panique de l'inscription de la métamorphose et du devenir.
Et c'est soit l'adoration du divin, soit la détestation du symbole même du devenir que justement la figure féminine. Vous le saisissez ça? C'est vachement bien. Et c'est comme par hasard dans ce texte, Nietzsche se bagarre pour dire que Dieu est mort, qu'il essaie de montrer que simultanément, on arrivera à accepter que le corps, que le Dieu est mort, quand enfin le corps sera rendu à sa singularité, à ses métamorphoses, et peut-être même à son anormalité. Un corps vraiment vivant, un corps peut-être aussi beau, c'est un corps anormal. C'est ça? C'est pas mal quand même, hein? C'est mimine. Je pense que j'ai fait le tour de la question. Peut-être que il faudrait rajouter un élément comme ça sur la question du Dieu mort. Mais qui pourrait rajouter un élément? Je ne sais pas, par exemple, n'importe quoi. Par exemple, un délégué de la Ligue italo-marseillaise de philosophie. N'importe quoi. Sì, sono qui io. Ah. Ben, nous avons aujourd'hui le délégué de la Ligue internationale de philosophie italo-marseillaise. Vous avez un élément à rajouter sur Sì, votre élément, esattamente, giusto. Nietzsche ha detto Dio è morto, sono Oui, d'accordo. bien de lire. Ma ha anche detto credo in un Dio, ma in un Dio che balla. Ah ouais, le même Nietzsche a dit si je prends un Dieu, c'est un Dieu qui danse. Sì, la danza è il corpo reso a suo genio, alla sua intelligenza. Ouais, la danse, c'est rendre le corps à son génie, à son intelligence. Hein, c'est pas... Balliamo bene quando ci fermiamo di pensare alla danza. Amiamo la vita quando ci fermiamo di pensare a Dio in lei. Si vous aviez des rudiments de français, vous pourriez nous expliquer la dernière phrase? On aime la vie quand on arrête de penser à Dieu dans sa vie. Il est venu de Marseille. Parmi beaucoup des plus, je vous le dis. Alors, il est temps maintenant, chers amis, peut-être d'achever. Parce que là, j'ai du foie de veau et là, j'ai de la rillette. On va achever notre belle méditation sur le corps. Vous avez compris que finalement le corps, c'est à la fois ce qui nous est le plus familier et ce qui en même temps traverse le plus d'enjeux idéologiques et métaphysiques. Et pour conclure, il faut encore peut-être laisser la parole à Nietzsche dans un dernier très beau passage où, par un dessin, je vais essayer de vous montrer au fond qu'avec Nietzsche, vous avez compris que la grande affaire, c'est de ne pas se faire le maillot, mais au contraire, hein, de le laisser pousser. Donc vous dessinez Nietzsche, sa moustache. C'est ça, mon garçon, que tu peux colorier. C'est toujours tiré de Ainsi par la Cruz Passara. Alors, nous allons le faire avec ce très beau livre, vous allez voir, il est très très bon, il donne la réponse à notre sujet. Voilà ce que nous dit Nietzsche, toujours avec sa parole embrasée. Il adore embraser, il embrase, il embrase. Le corps bah, c'est Nietzsche, hein, c'est pas Kant hein, non plus. Le corps est raison, une grande raison, une multi... Alors vous n'allez rien comprendre, hein. Vous vous laissez porter par la poésie. Hein. C'est Nietzsche. Hein. Nietzsche, personne ne comprend rien. C'est des livres qui ne sont pas là pour qu'on les comprenne, c'est des livres qui sont là pour pécho. Le corps est raison, une grande raison, une multiplicité qui a un sens, une guerre et une paix, un troupeau et un berger. Ta petite raison, elle aussi, mon frère, que tu appelles esprit, est un outil de ton corps, un petit outil, un petit jouet de ta grande raison. Moi, dis-tu, et tu es fier de ce moi, mais ce qui est bien plus grand, en quoi tu ne veux pas croire ton corps et sa grande raison. Il ne dit pas moi, mais il le fait. Et ce texte est très bon pour nous parce que la grande affaire aujourd'hui, c'est croire en son corps propre, oser son corps singulier. Et la conclusion, elle est très belle, vous l'avez compris ici. Il n'est pas question que moi, je me fasse le maillot, mais il est question que ce soit le corps qui me fasse. Et je vous remercie.
Roland. Roland, pourtant, qui nous a vraiment illuminé dans sa contribution. Roland, il a des qualités Roland, je crois qu'il faut que tu prennes congé de nous car tu as attendu ailleurs, n'est-ce Oui, pas? tout à fait, oui. Tu as attendu où ça? Au théâtre Notre-Dame. Pour quelle pièce? Sacco Vanzetti. Qui a été écrit par qui? Par vous, monsieur. Nous allons maintenant engager, si vous le voulez bien, la seconde partie de soirée. Ainsi que je vous l'ai annoncé, ça va 5 minutes que je cause et que je mobilise les auteurs. Maintenant, je suis à votre disposition pour engager le débat. Si vous avez des remarques, des interventions, des points critiques, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas, intervenez, je suis à votre disposition. Ou bien s'il y a dans la salle quelqu'un qui, par exemple, depuis 3 semaines a cessé de boire et qui voudrait témoigner de sa galère, il se lève, il donne son prénom, et il nous parle pendant 2-3 minutes. Nous l'applaudissons, il se rassoit. Cher ami, comment t'appelles-tu? Lève-toi, raconte-nous ta galère. Non, je plaisante. Les premières croyances des premiers peuples, ils étaient vachement branchés sur Dieu, mais ils étaient vachement branchés sur le corps aussi, justement le corps de la femme. Et c'est justement parce qu'elle créait des générations qu'on la trouvait magique. Et il y a ces statues des femmes avec les hanches qui font la télé. Oui, mais c'est intéressant ton témoignage. Une autre question. Non, c'est vrai, il faut toujours garder en tête, en fait, si vous voulez, le truc qui est un petit peu difficile avec Dieu, enfin, tout est difficile avec Dieu, si vous voulez, mais le truc qui est particulièrement difficile avec Dieu, c'est que comme il se pense comme une éternité, enfin, comme nous le pensons comme une éternité, comme il n'est pas inscrit dans le devenir, puisque l'éternel n'est pas inscrit dans le devenir, par définition, on a l'impression que Dieu, par définition, il est de toute éternité. Alors en fait, le concept de Dieu, je sais pas Dieu, personne ne peut rien dire sur lui par définition, hein, mais le concept de Dieu, il a une histoire. C'est très récent, hein, dans l'histoire de l'humanité, si on peut considérer que les premiers hominidés, c'est il y a 3 millions d'années, hein, la première industrie lithique, hein, c'est il y a 3 millions d'années. Bon, on peut dire que, quoi, la croyance en Dieu, c'est quoi? C'est 6 000 ans. C'est 6 000 ans, hein. Donc c'est pas tant que ça, hein. Sur un cadran, on imagine que l'humanité apparaît à midi, à 16h59 et 57 secondes, Dieu est apparu. Enfin, l'idée de Dieu est apparue. Et on est maintenant à l'heure du goûter. Hein. Je pensais à autre chose, du chocolat. Hein. Mais c'est vrai que c'est une idée de laquelle on est très facilement otage, parce qu'on confond en fait la nature de l'idée avec la nature de l'objet auquel se rapporterait l'idée. Ce n'est pas parce que Dieu est éternel que l'idée de Dieu est de toute éternité. Vous me suivez? Ça va? Vous voulez notre pédagogie? Ce qui veut dire effectivement que l'humanité s'est longtemps passée de l'idée d'un Dieu unique, monothéiste et éternel. Ça faut vraiment le rappeler. Et oui, enfin c'est une invention qui est une invention datable et localisable. Hein. Au moment où apparaissent les premières cités-États qui font acte de domestication, qui font acte de guerre, apparaît Dieu. Hein. Dès lors qu'on se sédentarise et qu'on commence à inventer la guerre, ce paraît assez récent, on invente Dieu. Vous avez aussi des questions là-dessus. Hein. Propriétaire, guerrier, croyant. C'est ça, je dis bien. Toutefois, effectivement, il semblerait qu'il y ait des cultes antérieurs aux dieux monothéistes et qui furent aussi des cultes qui étaient des cultes, on va dire, peut-être en direction de figures féminines. Il semblerait, on est là-dessus sur des spéculations qui sont difficiles à fonder. Il y avait des pistes qui avaient été ouvertes par Margaret Mead sur cette question-là. Supposer qu'il pouvait y avoir un matriarcat dominant avant le patriarcat. Elles sont maintenant remises en question. Enfin, en tout cas, gardons cela en tête à minima, c'est qu'il ne faut pas confondre l'idée de Dieu avec l'éternité, avec le concept de Dieu qui est lui très récent, en effet, et dont on s'est beaucoup passé. Toujours se rappeler que quand les jésuites sont arrivés en Orient, au Japon ou en Chine, ils ont échangé avec les grands docteurs et les grands experts de métaphysique orientale, un échange très policé sur Dieu, et à la fin, les orientaux ont dit c'est une idée qui est très intéressante, mais très saugrenue, dont on n'a vraiment pas besoin. C'est bien pas mal. Monsieur? Peut-être je vais vous en dire plus sur ce qu'il y a avant Descartes, la pensée médiévale. Ouais. Il associe beaucoup le corps et l'esprit. Je pense à deux choses. Je pense au catharisme. Comment? Je pense au catharisme, oui. Qui est vraiment basé, qui est une religion basée là-dessus. Ouais. Tout ce qui est de l'ordre de l'esprit est divin, tout ce qui est de l'ordre du corps est diabolique. Quoi, ouais. Et
Descartes, parce qu'avant, il n'y a pas un palier dans l'association corps-esprit. D'accord. On peut poser des questions légères. Hein. Rapidement, hein. Mais Descartes n'est pas premier, en effet. Hein. Mais Descartes, il est le premier à se rendre compte qu'il faut clarifier la théologie, apurer la théologie. Donc c'est la raison pour laquelle il fait une séparation, dit-il, entre la res extensa, la chose qui s'étend, qu'on peut géométriser et mathématiser, et la res cogitans, la chose en train de penser, l'âme ou Dieu. Et il opère une vraie dichotomie. C'est le premier qui va poser les bases de cette dichotomie dans la modernité. Toutefois, c'est une vieille histoire, tu as raison. Hein. Souvenons-nous que le premier des philosophes à écrire, c'est Platon, et Platon va effectivement, dans certains des passages de certaines de ses œuvres, opérer un vrai divorce entre le corps et l'âme. Aller même jusqu'à dire que, en fait, soma, un jeu de mots grec, qui dit mon corps, en grec soma, est un sommet, et sommet, c'est un tombeau. C'est-à-dire, lors que je nais, je ne nais pas. Je meurs à la vie spirituelle. Et la damnation, c'est de vivre avec un corps qui est comme un boulet accroché à mon âme. Donc effectivement, Descartes s'inscrit dans une tradition. Mais il est la première à véritablement la théoriser dans la modernité. Je prends l'exemple des cathares. Hein, les cathares, catharos en grec c'est les purs. Hein, et pourquoi se pensent-ils purs? Parce qu'ils ont la détestation du corps. C'est une hérésie au sein du christianisme qui va trouver ses racines dans ce qu'on appelle rapidement le manichéisme, hein, qui est une vieille tradition iranienne, semble-t-il, mal comprise. Parce qu'en fait, en Iran, nous explique Henri Corbin, en fait, le manichéisme, la doctrine de Mani, voulait considérer que ce monde est un mélange de pénombre et de lumière, et que le corps et l'âme étaient indissolublement liés. Donc en fait, il y a eu un contresens par l'hérésie chrétienne du catharisme à propos du manichéisme, comme tradition païenne iranienne, qui considérait que nous vivions dans l'ordre du mélange des deux valeurs. Nous vivions dans l'ordre de la contradiction entre deux puissances que nous hébergeons entre nous, et nous ne pouvions pas abolir le rapport au corps. Après, tu as raison, il y a un deuxième élément dans ton intervention, c'est que il y a toute une tradition médiévale, et cette tradition médiévale, que vise-t-elle? Elle vise au fond à faire jubiler le corps, à lui rendre sa puissance divine en quelque sorte. Hein. Et tu as pris l'exemple de Rabelais, et puis des peintures de Bruegel. Il faut se souvenir qu'effectivement Rabelais, Bruegel, c'est quoi? C'est le corps généreux, le corps aussi difforme. Il est généreux parce qu'il est difforme donc généreux. Il y en a toujours trop, et quand il y en a toujours trop, ça veut dire qu'on est vraiment dans la surabondance et dans la générosité du rapport au corps. Après le XVIIe siècle, c'est Descartes, XVIIe siècle, c'est un peintre comme Van Eyck. Et Van Eyck, quand il va dessiner les intérieurs bourgeois, qu'est-ce qu'il va faire? Les mecs, ils sont habillés comme moi. Ils sont tous habillés en noir, ils tirent la gueule. Tu vois, ils sont là comme ça, ils tirent la gueule ici. C'est comme par hasard aussi l'émergence de la bourgeoisie, 17e, 18e siècle. Et le rapport bourgeois au corps, c'est un rapport où il s'agit d'investir pour avoir un retour. Alors que le monde médiéval, qui est encore un monde marqué par le festif, c'est un monde marqué par la fête, la surabondance et la dépense. Donc le corps peut être énorme, c'est Falstaff, c'est Rabelais, c'est Gargantua, parce qu'on est dans l'ordre de la dépense et de la générosité. Au XVIIe siècle, on pense le corps à l'économie, parce qu'apparaît de plus en plus une économie, comme une vision du monde. Ta contribution était précieuse, même si j'ai flippé pas. Oui? Un petit peu plus fort pour nos amis du fond qui dorment. Comment Je plaisante. bosser les corps? Ouais. De plus en plus, on va avoir vraiment de nouvelles technologies qui vraiment Mais bien sûr, hein, c'est vrai que c'est assez remarquable de découvrir qu'on est encore dans ces métaphores du corps-machine, dès lors que l'on pense à la technologie ou l'humanité 2.0, une humanité augmentée, en tant qu'elle ne sera au fond, non pas une humanité tout entièrement consacrée à la foutaise, hein, parce que pour nous ce qui nous intéresse c'est quand même la foutaise et le désordre du corps, mais au contraire une humanité consacrée à la prothèse. J'ai choisi mon corps, je peux faire un peu déborder, puis ça va rouge vert, mais rester à la foutaise plutôt que dans
dans un corps efficace, profilé et consacré à la prothèse. Hein. On est encore dans cette mythologie-là, les gros tarés de la Silicon Valley qui se font cryogéniser, ou qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir télécharger leur âme, leur esprit dans du silicium. Mais les mecs, ils sont cons comme un balai avec le manger l'étiquette, c'est pas possible. Alors il suffit que tu lises un tout petit peu n'importe quel auteur qui a un rapport à la nostalgie, à la mémoire, ne t'oblige pas à lire Proust, mais n'importe quel auteur, pour découvrir que la construction de soi est un travail de mémoire autant qu'un travail de fabulation et d'imagination. Je ne suis pas un disque dur. Mais les mecs ils sont dans une mythologie gogolito, quoi. Il y a une dégradation de la pensée, une dégradation du programme cartésien, de décision du corps pour soulever. Donc c'est vrai qu'il faut faire vachement gaffe à ça. Il y a la réponse qui est donnée par Nietzsche. Et la réponse qui est donnée par Nietzsche, c'est quoi? Elle nous a été rappelée par le délégué de la Ligue italo-marseillaise. Hein. Il faut danser. Parce que qu'est-ce qui se joue dans la danse? On n'est pas dans le corps auxiliaire du piston, mais dans le corps qui est rendu à sa grâce, à son intelligence, et à une raison supérieure même à celle de l'esprit. Hein? Je sais pas. Faut pas se morfer, tu vois. Hein? Mais c'est vrai qu'il y a une certaine danse, peut-être dionysiaque, et la danse dionysiaque, qu'est-ce qu'elle célèbre au fond? Ben, elle célèbre le génie du corps, quoi. Hein, tu vois, t'es chou bouillant, ce soir quand tu as mis tout à l'heure au Macumba Blue Boy, tu verras, tu vas le voir. Il y a un moment, ton non, on va le signer, on va le jeter dans la rivière, avec le sac poubelle et puis le petit mais, mais si tu veux, ce qui est vachement intéressant quand tu danses, en fait, si tu veux, quand tu danses, en fait, si tu veux, quand ça va très très mal, c'est quand tu comptes tes pas. Parce que tu automatises ton corps, et dès lors que tu comptes ton pas, tu l'automatises, tu lui retires son intelligence et tu piétines la partenaire. Dès lors que tu sais de compter tes pas, c'est le corps, il y va tout seul. Tu le prends, tu dis, qu'est-ce qui m'arrive? Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu concèdes au corps une puissance qui est supérieure à la tienne et qui n'est pas une puissance qui est une puissance de désordre, plutôt c'est une puissance de désordre en tant qu'elle va générer quelque chose qui est de l'ordre d'un ordre supérieur à ce que ton corps pouvait, à ce que ton esprit pouvait rationaliser. Hein. Enfin, oui, c'est un gosse quand il est rendu à la jubilation du spectacle, c'est quelqu'un qui, quand il est rendu vraiment à la spontanéité de la danse, s'oublie totalement dans sa danse et se laisse porter par son corps. Et tu me vois mieux maintenant? C'est vrai, c'est ça. La danse. La solution, c'est la danse. Danse dionysiaque. Danse, parfois je suis dépossédé de ma raison. Parfois je m'oublie. Et je pense à ma mère. Oui, pardon, je te prie de m'excuser, je ne l'avais pas vu dans la pénombre. Est-ce que entre Descartes et Nietzsche, il y a une pensée intermédiaire où il y a eu une évolution? Oui, tu n'oses pas encore Nietzscheaniser à fond, tu as peur d'aller sur le dance floor. C'est embarrassant. C'est difficile, tu vas aller bouillir contre tes pas, tu seras la risée. Les gros blacks autour qui sont des dieux sur scène. Non. Non, pas ce soir, je crois que j'ai mal à la tête. Non, mais vraiment, je me suis vraiment amusé à essayer de... En fait, là où j'ai voulu vous emmener, si vous voulez, après vous en faites ce que vous voulez, hein. Il ne s'agit pas de dire que je suis en train de faire un apôtre de la vérité nietzschéenne, c'est pas ça ce que je vous expose. Mais ce que j'essaie de vous exposer, c'est que le rapport au corps, en fait, c'est très rigolo, parce que le corps, c'est ce qui me semble le plus intime, j'ai mal. Et en fait, c'est ce qui est le plus travaillé depuis des siècles, par des enjeux idéologiques et par des enjeux métaphysiques. J'ai voulu ça l'exemplariser avec le corps que nous possédons aujourd'hui, qui est un corps soumis à la mécanique, au rendement, à l'efficacité. Et en fait, ce corps-là, dont nous croyons être le maître, et d'autant plus le maître que nous le contrôlons, en fait, c'est un corps fantasmé, métaphysique, qui a été fabriqué non pas il y a 20 ans pour toi et 25 ans pour moi, c'est un corps qui a été fabriqué il y a 3 siècles. Et tu habites un corps qui a été fabriqué il y a 3 siècles. Et ce corps que tu habites, enfin, peut-être pas toi, mais le corps qui habite les jeunes gens qui vont dans les salles de muscu, qui est un corps qui a 300-400 ans, ce corps-là, en fait, il faut l'interroger pour le réhabiliter autrement ou pour être autrement avec ou dedans. Je ne sais pas comment le dire ou le penser. Mais là, il y a quelque chose qui joue dans l'expérience de la danse et du dionysiaque qui est intéressant à explorer. Donc c'est là où je voulais vous emmener, tu vois. Donc pour moi, l'intérêt, c'était pas essayer de trouver une voie médiane qui voudrait tempérer le truc, mais c'était vraiment de dire, de réfléchir ensemble à cela.
c'est que le corps qui me semble singulier et qui me semble si consubstantiel et dont je parais être le maître, plus j'ai l'obsession d'en être le maître, moins en fait il m'appartient et plus je suis moi le maître d'une idéologie qui est pluricentenaire. Tu vois ça? Arrête la muscu. Bon, on va combat ce soir avec lui. Et sur présentation du texte de Nietzsche, il y aura une réduction de 10% sur le gin tonic. Oui, cher ami. Oui, j'ai un petit peu de mal à Nietzscheaniser Alphonse Rodensky aussi pour plusieurs raisons. Évidemment, plus je crois en être le maître, plus je suis soumis, mais enfin un corps, comme on disait Alain, un corps fort obéi, un corps faible commande. Et faire de Descartes un contempteur du corps, j'ai un petit peu de mal avec ça. Pourquoi? Parce que il y a le corps automatisé de la cellule muscu, et il y a le corps auquel on rend son intelligence, qui est le corps qui danse. Mais question, l'esprit, c'est quoi? Descartes, grand esprit. Et puis, l'histoire aussi, le même René, qui nous dit, je ne suis pas dans mon corps comme un pilote en son navire. Est-ce que ça ne veut pas dire, je ne suis pas l'ingénieur extérieur à la machine? Alors deux choses qui sont importantes, effectivement, vous avez raison. Hein. Premier élément qui est important, c'est que Descartes, il faut le savoir, effectivement, le premier texte qu'on a de lui, enfin qu'on n'a pas de lui, a été malheureusement perdu, c'est un texte qui est un texte d'escrime, où il explique comment, étant de petite taille, malgré tout, on peut venir à bout de quelqu'un qui a une allonge plus grande que soi. Il semblerait même qu'on ait retrouvé son maître d'escrime, qui aurait écrit un traité, qui est un traité, c'est très étonnant, parce que Descartes écrit un traité d'escrime alors qu'il est philosophe, et son maître aurait écrit un traité d'escrime selon, je parlais comme Spinoza, mauvais géométrico, en essayant de penser en fait, ça c'est intéressant par rapport à la question, en essayant de penser en fait la maîtrise du geste pur en escrime selon des critères qui sont des critères géométriques. Donc ça, je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse par rapport à votre première remarque. Moi, je ne suis pas escrimeur, hein, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse sur cela. C'est qu'effectivement, Descartes était d'abord un maître d'escrime, se souvenir qu'il a tué des bateliers quand il était en Hollande, qui voulait mettre fin à ses jours sur un bateau. Souvenir aussi qu'il est officier de cavalerie, mercenaire, et qu'il conduit les troupes au combat sabre au clair, et c'est son métier. Pas tout à fait comme BHL. Donc il est quelqu'un qui a effectivement un rapport au corps, mais malgré tout, je pense qu'on a, mais malheureusement il nous manque des pistes là-dessus, on a vraiment à interroger ce qui se joue chez Descartes dans le rapport au corps, qui est marqué au saut de la mécanique dans son traité de l'homme, et aussi quelque part, et c'est malheureux parce qu'on n'a pas le texte, mais sans doute dans son traité d'escrime, il devait y avoir quelque chose comme ça. On n'a pas le texte de Descartes, mais on a les textes de son maître qui, eux, sont écrits mauvais géométriquement. Donc cette piste-là, elle est très excitante, mais je ne suis pas en mesure d'y répondre. Après, le deuxième élément, vous avez raison, Descartes, il dit aussi la chose suivante, et en fait, ça va donner de l'eau à mon moulin. Descartes, il dit, il ne faut pas penser l'homme vis-à-vis de son corps comme un capitaine dans son navire, comme un pilote dans son navire. Donc là on dit mais c'est très embarrassant, parce qu'au fond qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il invalide sa thèse. En fait c'est pas qu'il invalide sa thèse, mais c'est qu'en fait on a un aveu, c'est le mot que j'ai employé en fait. Je suis presque en train de faire une psychanalyse de ce texte. Il y a un aveu chez Descartes. Il y a d'un côté chez Descartes quelqu'un qui sait très bien que le dualisme n'est pas opérationnel en des termes scientifiques. Il le sait très bien. Il sait qu'on ne peut pas faire une discrimination aussi artificielle entre ces deux dimensions, res existentia et puis res cogitans. La preuve, c'est qu'il bloque sur l'hypophyse. La preuve, c'est qu'il est obligé de parler d'esprits animaux. C'est quand même bizarre, cette même phrase où il dit il n'y a rien qui est de l'ordre de l'âme végétative, il n'y a rien qui est de l'ordre de l'anima, de la sensibilité dans le corps, et en même temps il dit il y a de l'esprit animal, animation, animateur, principe animateur. Il n'arrive pas à résoudre ce problème. Donc en fait, scientifiquement, Descartes il se rend bien compte que le dualisme ça ne marche pas. Mais en même temps, théologiquement, il a besoin de cette métaphore pour en finir avec une université bouffée par l'aristotélisme, et qui mélange les catégories de l'objectif et du subjectif, et qui mélange l'occultisme avec la théologie. Donc Descartes, en fait, je crois qu'il est malgré tout construit sur cette contradiction. Il est à la fois le promoteur d'une pensée moderne scientifique,
et il sait très bien que la séparation entre l'un et l'autre, le corps et l'âme, ça ne va pas en termes scientifiques. Et en même temps, il a besoin de la mettre en avant pour essayer de sauver une université quand elle estime qu'elle est encore dans un obscurantisme qui est dangereux pour la théologie, comme c'est dangereux pour la science. Voilà comment on pourrait répondre. Si vous me permettez une toute dernière. Mais bien sûr, cher ami, je vous en prie. Dans le discours de la méthode, alors, vous savez, cette fameuse lettre préface, ça rappellera les souvenirs terminés à tout le monde, où Descartes présente. Par un mot, en fait, parce que sinon, on a l'impression que c'est une contre-conférence et que je suis jaloux. On présente la métaphysique comme un arbre dont les branches sont la physique et les autres sciences, etc. Et puis, au fond, derrière ce projet de se rendre comme maître et possesseur de la nature, Descartes, phrase à laquelle on a fait dire quantité de choses, on s'aperçoit qu'au terme du terme, ce qui intéresse Descartes, la médecine, c'est la santé du corps. Et voilà. La santé qui est le premier de ces biens au monde. Alors faire de Descartes le contenteur du corps, celui qui nous explique que dans tout son projet... Tu as compris que j'inscris la contradiction chez Descartes. Et je fais une psychanalyse de ça. C'est-à-dire que je rends les choses beaucoup plus complexes que tu les entends. Je montre que Descartes, il est habité à la fois par un projet scientifique qui veut faire tenir ensemble l'âme et le corps, et en même temps il est habité par un projet théologique qui veut séparer. C'est ça que je dis. Je ne simplifie pas comme tu le sens. Non, non. D'accord, très bien, quelqu'un d'autre. Oui, chère madame. Alors, j'ai une petite idée, mais j'aimerais la présence de cet escabeau derrière. Ah. C'est vertical. On se pose la question, hein. On se pose la question, hein. Je ne te cache pas que moi-même, je me la pose un peu de temps en temps, hein. Je me pose la question. Tu as noté que je ne l'utilise pas. Hein, que je suis des fois comme ça sur un plan vertical, des fois je suis à la vacher et tout ça. Et là, il y a un espace vacant que je n'utilise pas, tu comprends? Comme si effectivement peut-être une vraie pensée philosophique, c'est une pensée qui se réserve toujours un espace vacant qu'elle n'utilise pas. Comme si le propre de la philosophie, c'est qu'elle n'était pas elle-même performante et efficace. Comme si le propre de la philosophie, c'est de laisser la place justement à quelque chose qui n'appartient même pas au discours philosophique. Comme si le propre du philosophe, c'est qu'il laisse toujours la place à de l'incompétence. Donc il est vachement important l'escabeau, parce que je ne m'en sers pas. Et quand je ne m'en sers pas, ça veut dire que quoi que je dise, cela ne suffit pas pour expliquer le monde. À toi, ma chérie. J'avais juste une question. Oui, mais tu as raison, vas-y, juste une question, pas un exposé. Hein, Non, c'est ça. Quel est l'intérêt à l'heure actuelle de continuer à faire des corps standardisés? Puisque Dieu est mort, on est quand même d'accord que même s'il y a beaucoup de gens qui se battent pour Dieu, en réalité, il en reste très peu de faire des gens qui vraiment vont à l'église, des gens à la Silicon Valley qui essayent d'emprisonner etc. C'est dans la mentalité, ces gens-là auxquels elle a parlé Dieu encore. Et non, mais du coup, quel est l'intérêt de continuer à maîtriser ce corps parfait tu sais, alors, tu as bien compris que chez Nietzsche, la grande affaire, c'est quoi? C'est rien un peu, hein. Putain, trop, les questions, elles sont énormes. La grande affaire chez Nietzsche, c'est quoi? C'est considérer le corps comme une grande raison. D'accord? Et c'est le corps qui te fait. Tu sais toujours? Mon moi, il est fait par le corps. D'accord? Si mon corps est standardisé, moi je suis standardisé. C'est-à-dire, ma sensibilité au monde, d'où dérive-t-elle? Mais du génie du corps. Si je ne sais pas de célébrer ce génie du corps, si je ne suis pas attentif aux puissances qui l'habitent, si je ne sais pas de les accompagner pour qu'elles manifestent ma singularité, que suis-je moi? Un être tout sauf singulier. Donc plus mon corps est mécanisé, plus mon corps est le grand oublié quand j'en prends soin dans des modalités qui sont celles de la performance. Plus mon corps est oublié parce que j'en prends soin dans les modalités qui sont les modalités techniques et mécaniques, moins il est rendu à son intelligence et à sa grâce. Moi, je suis fait par lui, je suis mal fait, je suis un petit moi fragile, un moi sans défense, un moi sans individualité. Et Nietzsche veut dire, et c'est l'individu aujourd'hui qui est le grand adversaire. Quand il veut dire ça, Nietzsche, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire le rêve de tout pouvoir, quel qu'il soit, pouvoir religieux, pouvoir politique, pouvoir moral, c'est d'avoir devant soi, surtout pas les individualités, mais les troupeaux.
pour gouverner, ce qu'il faut, c'est gouverner ceux-là même qui sont faciles à gouverner. Et qui sont ceux-là qui sont faciles à gouverner? Ceux-là qui font troupeau. Et qui sont ceux qui font troupeau? Ceux qui n'ont pas d'individualité propre. Et qui sont ceux qui n'ont pas de moi fort? Ceux-là qui n'ont pas le corps en leur génie. Donc, est-ce qu'on peut dire que si Dieu est, enfin, puisque Dieu est mort, on a inventé le foot? C'est un autre Dieu. Parce qu'il fabrique une autre standardisation des corps. Tu comprends? C'est un Dieu de substitution. Après, c'est ça. Mais c'est encore un rapport standardisé. Ça marche pareil. Ça marche pareil. Ça marche pareil. La singularité et l'individualité, c'est pas forcément une fin en C'est soi. vrai, mais tu n'as pas levé la main, donc je ne te donne pas la parole. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on en fait du fait que la maîtrise du corps a des vertus évidentes pour la santé? Oui, bien sûr, mais tu vois, j'ai fait attention à un mot que j'employais tout à l'heure, j'ai opéré un distinguo entre maîtrise et contrôle. La maîtrise du corps, c'est le programme, qui est le programme cartésien, qui est un programme très difficile, qui vise à la santé. Et ce programme, c'est un programme qui doit réconcilier l'âme et le corps. Il le dit dans les textes. Il le dit quand tu veux essayer de penser vraiment le corps dans la vie de la santé, pour le mieux maîtriser, pour opposer les maladies. La grande difficulté à comprendre, c'est quoi? C'est l'articulation entre ces deux catégories qui en fait n'en sont pas. Donc ça c'est très très important. C'est pourquoi il n'arrête pas de se poser la question de ce qui se joue là. Il n'arrive pas à le résoudre. Et c'est pourquoi dans ce texte comme un aveu, alors qu'il dit qu'il faut en finir avec l'âme dans le corps et réhabiliter les esprits animaux. Je dis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut jouer la complexité et pas la dualité. Parce que la grande affaire, c'est la santé. Et pour cela, que faut-il? La maîtrise du corps. Mais le problème, c'est qu'en même temps qu'il dit ça, il est homme du XVIIe siècle, de la science naissante, mais en même temps, il est catholique, d'une religion triomphante, et en même temps, comme dirait notre ami, en même temps, il veut faire tenir ensemble deux éléments qui sont contradictoires, c'est-à-dire une science naissante qui a la préoccupation de la maîtrise du corps et qui doit penser autre chose que la dualité, et de l'autre côté, une théologie qu'il veut absolument sauver, et qui ne peut exister qu'à la condition qu'on fasse une séparation et qu'on ait l'obsession du contrôle du corps. Tu comprends ça? De toute façon, un bon philosophe, c'est traversé par les contradictions. Voilà la contradiction de Descartes. Elle est intéressante à noter. On continue à maîtriser ton corps. Prends tes vitamines. Une petite dernière, messieurs, dames, parce qu'après, il faut qu'on laisse la salle parce que le rosé est bien frais maintenant. Oui. Oui, j'avais envie de dire en fin de compte. Mais tu as envie, c'est bien, laisse parler. Un footballeur qui est en plein dans son jeu, finalement, il a résolu la dualité. Un footballeur qui est en plein dans son jeu, il a résolu la dualité. Oui. Un Brésilien. Oui, ou un danseur. Non, ce que je veux dire par là, c'est que la recherche forcément d'individualité, de singularité, tout ça, c'est pas forcément des fins en soi. Il y a aussi des gens qui se trouvent et qui font disparaître cette dualité dans le groupe, ou dans des pratiques, par exemple le lâcher prise, le corps qui redevient maître, ou le sport aussi, justement, parce qu'on le décrit un peu depuis tout à l'heure, mais c'est quand même un truc de lâcher prise, justement, et de, comment dire, de fusion. D'accord. Ouais. C'est tout. Bon, après, j'aurais aimé rendre à César ce qui est à César sur le monothéisme, et pourquoi on est arrivé là. D'accord. Mais alors bon, attends, on est un petit peu chaud. Alors, c'est quoi ta question? Non, ma question, c'est plutôt que je voulais réhabiliter le foot. Moi, je respecte pas les gens qui se font. Alors, quelqu'un d'autre. Ouais. Je me pose la question, où en est la sexualité dans tout ça? Parce que du coup, c'est vraiment le. Moi, j'aurais voulu qu'on commence par cette question, en fait, si tu veux. Elle arrive à la fin, trop je suis deg. Justement, parce qu'on pourrait penser que c'est le génie du corps qui reprend le dessus, mais maintenant, c'est tellement mécanisé. Mais bien sûr, tu as raison. Dans la Mais tu as raison. On est face à une performance sexuelle. Performance, tu as vu comment j'ai réalisé les dernières, hein. Alors que peut-être ce qui se joue dans la vraie sexualité, elle n'est pas le contrôle. Mais elle est justement le dionysiaque, l'abandon, hein, la capacité à être débordé par une puissance à laquelle je consens. Ce soir, on peut voir un truc comme un combat, je pense que là. Qu'est-ce que tu dis justement de cette époque-là là-dessus? Chérie, on est trop à la bourre, je peux pas. Tout à l'heure, en quatrième partie, je te montrerai. Il faut qu'on achève, messieurs, dames. Je suis désolé. On continue dehors si vous le voulez bien. Il y a un rosé bien frappé qui nous attend. Vous voyez, je ne suis pas le seul. Et puis, je sais tout ça. Ah, dernière chose qui est importante. Toutes ces conneries-là, quand même, je les ai écrites avant, je les ai bossées. Tu vois, c'est très rapide du taf, tu vois. J'en fais une par jour différente.
on s'est fait la pine avec la commune éditrice de Camino Verde, en fait, à vous faire des petits recueils. Dans ces petits recueils, vous avez toutes les conférences, vous achetez une, deux, trois, ce que vous voulez, tout ça. Et on vous offre avec le petit dessin des machins. Même si vous n'êtes pas venu à celle que vous n'êtes pas venu, vous venez avec le petit dessin, puis la petite conf, cadeau et tout ça, et avec des petits cartons qui vont bien comme petit dessin, et le string à mémé. Merci à vous et à tous.